Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Experience Client de Biarritz. Nous sommes le 18 avril et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. L'IA au cœur de la transformation des chaînes d'approvisionnement à lire sur e-commerce mag. Logistique urbaine, le pari discret mais ambitieux de l'atelier Champs-Élysées, à découvrir sur République Retail. E-commerce alimentaire, la bataille de la livraison à domicile va s'intensifier, à lire sur le JDN. En mars, légère hausse d'activité des enseignes spécialisées, à lire sur Fashion Network. Enfin, comment le groupe Sport 2000 muscle sa stratégie pour atteindre 1,3 milliard d'euros en 2030, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, dans l'épisode de la semaine, le numéro 216, vous aurez l'occasion de découvrir un cas d'école, celui du redressement d'une marque de mode, Maison 123. Cette marque du groupe Etam, redevenue rentable, dégage un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros en 2023. Pour en parler, j'ai reçu l'architecte de cette réussite, Axel Matteri, sa directrice générale. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En résumé dans l'actu, cette semaine, régulation vers une remise en question structurelle des big tech. Le procès antitrust intenté par la FTC contre Meta constitue sans contexte un événement majeur susceptible de redéfinir durablement les contours du pouvoir numérique. En s'attaquant frontalement aux acquisitions d'Instagram et WhatsApp, l'autorité de la concurrence américaine remet en cause le principe fondateur de la croissance par rachat qui a façonné l'ascension des géants technologiques. Ce procès aux conséquences potentiellement historiques, allant jusqu'à un démantèlement, illustre une inflexion profonde des doctrines antitrust. Au-delà du cas Meta, c'est l'ensemble des plateformes dominantes qui se trouvent aujourd'hui sous pression réglementaire dans un contexte politique où l'enjeu de régulation du numérique suscite un rare consensus bipartisan. Commerce spécialisé, un rebond mesuré dans un climat d'incertitude. Le mois de mars 2025 enregistre un léger frémissement positif pour les enseignes spécialisées en France, plus 0,9%, tiré notamment par l'habillement, les articles de sport et l'univers culture cadeau. Cette embellie reste toutefois fragile. La fréquentation en magasin continue de s'éroder, moins 2,5%, reflet d'un consommateur prudent, affecté par un environnement géopolitique anxiogène et un pouvoir d'achat sous tension. Dans ce contexte, certaines enseignes réussissent à se réinventer. Pimki, en sortie de crise, affiche un spectaculaire rebond de son chiffre d'affaires, plus 20%, tandis que le groupe Beaumanoir accélère la relance des marques Boardrider, comme Quicksilver, en déployant une stratégie multicanale mêlant implantation périphérique et positionnement expérientiel en centre-ville. E-commerce alimentaire, la livraison à domicile amorce un tournant stratégique. Alors que le drive domine historiquement le marché de l'e-commerce alimentaire en France, la livraison à domicile gratuite, inspirée de la tournée du laitier, gagne du terrain. Les acteurs comme Picnic ou Chronodrive imposent progressivement un nouveau standard logistique, plus souple, plus fluide et plus intégré. Cette évolution ne se résume pas à une simple amélioration du service client, elle participe d'un changement de paradigme dans l'organisation des flux urbains, comme en témoigne l'ambitieux projet L'Atelier Logistique sous les Champs-Élysées, où IA, robotique et mobilité douce se conjuguent pour proposer un modèle durable et performant de distribution de centre-ville.
Omnicanalité et IA vers un commerce unifié, agile et résilient, loin d'être une simple tendance. L'omnicanalité s'impose désormais comme un impératif stratégique à mesure que les points de contact se multiplient, marketplace spécialisés, social commerce, live shopping. Les marques doivent orchestrer leurs flux, centraliser leurs données et garantir une cohérence d'expérience sur l'ensemble des canaux. L'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou prédictive, joue un rôle de catalyseur dans cette transformation. Elle permet d'automatiser la production de contenu, de structurer les données produits à grande échelle et d'optimiser les parcours clients. Cette mutation déjà bien avancée en B2C gagne rapidement le secteur B2B où la donnée devient un véritable levier de compétitivité et de conformité. Consommateur 2025 entre affirmation de soi et quête de sens collectif. L'analyse des tendances de consommation en matière de mode révèle des aspirations apparemment contradictoires. Les consommateurs souhaitent à la fois affirmer leur individualité et s'inscrire dans des communautés de valeurs. Ils exigent des produits personnalisables sans renoncer à une certaine standardisation, sans que l'on pourrait qualifier d'air de massue customisation. Par ailleurs, le besoin de confort hérité des années post-Covid s'impose comme un critère incontournable, tandis que les codes du luxe et de la grande consommation tendent à se brouiller. Cette hybridation crée de nouvelles opportunités pour les marques, mais aussi de nouvelles tendances sur les réseaux sociaux. Des vidéos virales de contrefaçon chinoise remettent en question la valeur perçue des marques patrimoniales et alimente une défiance croissante vis-à-vis du prix. Transition écologique, des engagements de plus en plus concrets face aux attentes des consommateurs et aux impératifs climatiques. La question environnementale s'impose avec force dans les stratégies des distributeurs. Leclerc annonce ainsi vouloir réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. L'enseigne mise sur l'électrification de ses flottes, le développement de carburants alternatifs et l'information carbone sur les produits MDD via l'outil Carbone Info. De manière plus générale, l'enjeu logistique, qu'il s'agisse du dernier kilomètre, du traitement des retours ou de la gestion des stocks, devient central dans l'équation environnementale. Les entreprises européennes, en anticipation du futur passeport numérique produit, investissent massivement dans la traçabilité, la réparabilité et la transparence des chaînes de valeur. L'IA au cœur de la transformation des chaînes d'approvisionnement, à lire sur e-commerce mag en date du 15 avril. Les entreprises françaises accélèrent leurs investissements dans l'intelligence artificielle pour renforcer leur chaîne d'approvisionnement. C'est ce que relève notamment le deuxième rapport annuel State of Supply Chain 2025, publié par Rilex Solutions, spécialiste des solutions de planification pour le commerce de détail et l'industrie. Bonne nouvelle, les entreprises françaises sont en pointe dans l'adoption de l'intelligence artificielle pour optimiser leurs opérations, même si elles se heurtent à des défis d'intégration. Selon une étude menée par Rilex Solutions auprès de plus de 500 professionnels de la vente au détail, de la fabrication et de la vente en gros dans 7 pays, 75% des entreprises françaises placent l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et des stocks au sommet de leurs priorités d'investissement, contre 60% au niveau mondial. Par ailleurs, l'étude met en lumière l'impact considérable de l'inflation sur les stratégies des détaillants, alors que 31% des distributeurs dans le monde cherchent à optimiser leurs opérations. Ce chiffre grimpe à 50% en France, où les enseignes donnent priorité aux mesures d'efficacité et à l'ajustement des prix des produits. Face à cette situation, nous observons une montée en puissance des marques de distributeurs. Les enseignes développent activement leur gamme de produits
à marque propre pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de rapport qualité-prix tout en préservant leur marge. Des défis persistants malgré les investissements technologiques. Si 60% des entreprises françaises investissent dans l'IA, l'étude Relax Solutions souligne également des obstacles qui freinent cette transformation. En tête des préoccupations, l'intégration avec les systèmes existants, cités par 62% des répondants, le manque de données et de visibilité en temps réel, ainsi que les perturbations mondiales. L'étude révèle également que 62% des entreprises françaises se concentrent particulièrement sur l'amélioration de leur capacité e-commerce et de leurs canaux de vente en ligne pour les 3 à 5 prochaines années, une orientation qui s'explique notamment par la croissance continue du commerce électronique en France vers une nouvelle génération de solutions d'IA. Le rapport identifie également les technologies prioritaires pour les investissements à venir, l'IA générative, l'IA prédictive et les solutions cloud natives. La majorité des entreprises interrogées consacrent entre 5 et 20% de leur budget technologique à des solutions pilotées par l'IA. Pour Rui Sarieva, vice-président of Sales chez Relax Solutions, cité dans le communiqué, le véritable défi consiste non seulement à adopter des technologies innovantes, mais aussi à les intégrer avec succès. Un constat qui résume parfaitement l'équation complexe à laquelle font face les entreprises françaises, conjuguer ambition technologique et exécution efficace dans un contexte économique instable. Logistique urbaine, le pari discret mais ambitieux de l'atelier Champs-Élysées, à lire sur republicretail.fr en date du 15 avril. Installé en plein centre de Paris, à 2 pas de l'avenue la plus célèbre du monde, ce hub logistique souterrain veut démontrer qu'un autre modèle est possible, plus local, plus propre et mieux intégré. Encore en phase de test, le site pourrait bien devenir un modèle de logistique urbaine pour les métropoles. Sous la plus belle avenue du monde, à 30 mètres de profondeur, se cache une petite révolution logistique et servicielle. Sur les restes d'un parking souterrain abandonné depuis près de 8 ans, au moment de son rachat, un entrepôt d'un nouveau genre verra le jour très prochainement. Un projet hors norme, unique aussi et qualifié de complètement fou par ceux qui le portent, à savoir Montador et Swiss Life Asset Management associé à Everest Holding. Le chantier qui a débuté en fin d'année 2024 en impose autant qu'il intrigue. Difficile effectivement de s'imaginer que ce parking inutilisé, évidemment invisible en surface, deviendra ce à quoi il est désormais destiné. Difficile de se dire aussi que cela puisse exister, mais cette cathédrale inversée, baptisée l'atelier logistique, sera bel et bien une réalité. Livrée dès la fin d'année 2025 pour une mise en exploitation à l'été 2026, ce site inédit d'une surface de 16 000 m², dont 10 000 m² seront dédiés à l'entreposage et 6 000 à des zones dites process, s'étend sur pas moins de 9 niveaux, très loin des regards indiscrets, une aubaine pour les commerçants environnants qui doivent braver un contexte marqué par de très fortes contraintes foncières et renforcer la sécurité de leur stock en boutique. L'avenue des Champs-Élysées, où les loyers atteignent parfois 15 000 € le m² par an, cachait donc assez bien son jeu et ses ressources. Elle vient désormais leur apporter une solution de choix à travers ce projet de requalification urbaine. L'atelier logistique ne pourra toutefois pas accueillir tout son monde et fera quelques déçus. Les places dans la plus belle avenue du monde sont chères au sens propre comme au figuré. L'entreprise du site, bien qu'importante, reste évidemment insuffisante face aux enjeux de chaque commerçant et enseigne établi le long de la plus belle avenue du monde. La rareté du foncier, à Paris plus particulièrement, reste une réalité et oblige les enseignes à optimiser chaque m² en surface de vente. Le combat sera rude pour accaparer ne serait-ce que quelques m² du site, mais cet outil aura au moins le mérite de permettre à certaines enseignes de déporter leurs opérations logistiques hors boutique
Et là est tout l'intérêt stratégique et serviciel du site. Un exemple parfait de recyclage urbain au service logistique de proximité. À l'origine, absolument rien ne prédestinait ce parking désaffecté à devenir un hôtel logistique nouvelle génération. Et pour cause, lorsque Montador met la main dessus en début d'année 2020, le spécialiste de la restructuration de biens immobiliers comptait simplement le réhabiliter. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Le Covid et le confinement sont passés par là, ironise Stéphane Bittini, président de Montador. Ce projet de requalification d'un parking en hôtel logistique dans un lieu des plus emblématiques est évidemment complexe, mais il s'est fait sur fond d'innovation technique et technologique, commente Béatrice Degge, Head of Research and Innovation de Swiss Life Asset Management, pensé pour répondre aux besoins en stock des enseignes et commerces aux alentours. Donc ce site se présente comme une solution alternative à une base de livraison atypique permettant de desservir via des moyens totalement décarbonés son monde jusqu'au Marais en à peine 5 à 20 minutes, une prouesse. Ce site est une extension des points de vente, des commerces et non pas un point de stockage tampon d'un entrepôt Icel. Bien au contraire, nous n'avons jamais eu la prétention de réinventer la logistique. Nous avons simplement, pour ce site, voulu repenser le modèle des flux logistiques dans Paris. C'est un outil industriel au service de la ville, des commerçants et au profit des habitants, assure Stéphane Bittini. À plein régime, ce site sera en mesure de traiter chaque jour un peu moins d'une trentaine de livraisons, tout effectué par des véhicules électriques 12 tonnes. En termes de flux amont, le site traitera 300 équivalents palettes, ce qui équivaut à 7500 rotations en préacheminement chaque année. En sortie, cette fois, le site pourra traiter jusqu'à 600 équivalents palettes en sortie, soit 90 000 palettes par an avec une capacité de stockage de 1600 équivalents palettes, précise Victor Bardon, directeur de la maîtrise d'ouvrage de Swiss Life Asset Management. Concernant le stockage, une solution 3D intelligente pourrait être déployée au sein du site afin d'optimiser et densifier le stockage des marchandises. Nous discutons avec plusieurs roboticiens et intégrateurs, confirme Stéphane Bittini. Certains ont développé des solutions qui se prêtent très bien à l'environnement de notre actif, fermé et contraint. Nous arrêterons, quoi qu'il arrive, notre choix quand nous serons certains qu'il répond aux besoins des utilisateurs. Outre cette solution, l'atelier logistique verra à coup sûr au moins 12 robots boostés à l'IA être déployés sur son terrain. Certaines de ces solutions autonomes à guidage automatique, en mesure de cartographier l'espace en temps réel, viendront identifier et saisir les marchandises sur le haillon pour les acheminer dans les profondeurs du site via les rampes inhérentes au lieu. D'autres viendront de leur côté prendre le relais dans ce grand balai afin d'assurer la gestion des flux verticaux ainsi que l'optimisation des stocks, tandis qu'une autre partie des flux entrants seront chargés dans 2 monts de charge, eux aussi pilotés par l'IA, avant d'être irrigués dans les niveaux inférieurs du site. Ainsi, les marchandises pourront être déchargées et acheminées en à peine plus de 20 minutes. Les livraisons du dernier kilomètre seront assurées via des solutions de mobilité douce, à savoir des véhicules utilitaires légers électriques, des vélos cargo ou pour même l'être à pied. Une prouesse technique pour appuyer les opérations orchestrées dans l'ensemble et très largement par l'intelligence artificielle. L'atelier logistique devrait accueillir une centaine de personnes, dont 19 qui opéreront dans les zones les plus profondes du site pour un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La phase de commercialisation, elle, a débuté tout récemment au MIPIM. Carrefour, Leclerc et plusieurs logisticiens séduits par le projet ont pris des renseignements et approché
Ces porteurs, tout comme l'ont fait des enseignes de luxe, de cosmétiques, de parfums, de produits pharmaceutiques et des producteurs de café. Nous avons été approchés par un bon nombre d'enseignes, mais nous avons décidé d'abord de délivrer l'ensemble des éléments sur l'offre de service avant d'entamer la commercialisation du site, explique Stéphane Bettini, qui par ailleurs indiquait que les produits alimentaires ne pourront pas être stockés au sein du site pour des raisons réglementaires. Dans l'ensemble, les travaux sur site ne seront pas encore totalement achevés, mais ont grandement avancé. Au regard des particularités de ce site, les travaux ont évidemment réclamé une attention de tous les instants et des interventions extrêmement complexes qui visaient à limiter les nuisances, assurer la sécurité des biens et des personnes et maintenir en fonctionnement les équipements techniques communs à l'ensemble des occupants. Le projet, coûteux puisque les opérations de travaux à elles seules ont nécessité plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement, dixit Stéphane Bettini, a évidemment reçu le soutien de la ville de Paris. Les porteurs du projet n'ont en revanche pas souhaité communiquer sur les tarifs qui seront appliqués, mais pour une formule complète allant de la prise en charge des marchandises jusqu'à la livraison à la demande des magasins de la plus belle avenue du monde, sans compter la gestion des flux retour, payer le prix fort vaudra sans doute le coup. E-commerce alimentaire, la bataille de la livraison à domicile va s'intensifier, à lire sur le journal du net en date du 15 avril. Reprenant les codes de la tournée du laitier, la livraison à domicile gratuite pourrait être le nouvel Eldorado de l'e-commerce alimentaire. Pour l'heure, elle attise la curiosité des acteurs. Pour l'alimentaire, la bataille principale est sur l'e-commerce, assure Laurent Toumine, directeur Europe de la division Retail chez Accenture. Le volume d'affaires de la vente en ligne de produits de grande consommation, PGC, a cru de 86% entre 2019 et 2024, selon la FEVAD, faisant de l'alimentaire le troisième pôle de dépenses des e-acheteurs français avec 18% de part de marché. En parallèle, le chiffre d'affaires global des PGC a reculé de 0,5% en 2024, selon les données de Circana. La taille du gâteau sera la même dans les 3 années à venir. La croissance passera donc par la vente en ligne, confirme-t-il. Regardez au-delà du drive seulement. Comment croître quand Leclerc représente près de 50% des parts de marché du drive? La réponse se trouve dans la livraison à domicile, répond Laurent Toumine. Si cette dernière ne représente que 10% de l'e-commerce alimentaire, c'est du fait de son coût. Elle est facturée 8 € au client final quand le service Drive est gratuit. Il y a 4 ans, en arrivant en France, le pure player néerlandais Picnic a fait sauter cette barrière et propose des produits au prix d'hypermarché avec une livraison à domicile gratuite, une petite révolution pour le secteur. Alors, avec quelle recette pour que le coût soit minimisé ? La livraison est optimisée sous forme de tournée, explique Laurent Toumine. En effet, les livraisons sont planifiées à J+1 de manière à regrouper les commandes des habitants d'un même quartier sur des créneaux horaires communs. Notre système est simple, chaque quartier n'est desservi que 2 fois par jour avec des créneaux de 20 minutes. Cela nous permet d'organiser des tournées optimisées que nous finalisons la veille pour le lendemain, précise Grégoire Bourgoltz, directeur des opérations chez Picnic France. De plus, sans magasin physique, Picnic centralise ses activités dans 1 ou 2 entrepôts par métropole et s'approvisionne via la centrale d'achat d'Intermarché. À Valenciennes, par exemple, notre loyer est de seulement 35 000 € par an, partage le directeur des opérations. Pour optimiser sa structure de coût, Picnic limite également les dépenses marketing. Un modèle qui convainc. Pionnier sur ce marché, l'entreprise néerlandaise a rapidement convaincu les clients. Dans le Nord, où l'entreprise a débuté, elle réalise aujourd'hui 30% de son chiffre d'affaires. L'année dernière, nous avons réalisé entre 50 et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le Nord, confie Grégoire Bourgoltz.
Nous sommes un gros poisson dans une petite mare. En 6 mois à Valenciennes, sa première ville d'implantation, le Pure Player a conquis 1000 clients hebdomadaires. Il est facile d'exister sur un marché ultra concurrentiel quand on est le moins cher, estime le directeur des opérations de Picnic France. Hier, vous commandiez en drive. Aujourd'hui, vous pouvez dépenser le même prix, mais les courses sont livrées gratuitement chez vous. Finalement, Picnic est plus une évolution du drive qu'une anomalie due sur le marché français. Et pour preuve, l'acteur historique du drive, Chronodrive, s'est lui aussi mis à la livraison programmée. L'entité d'Auchan propose depuis octobre 2024 2 services, une livraison classique à 7,90 € et une tournée programmée à 90 centimes, s'appuyant sur l'expertise de Cagette et de Paprika. La start-up française qui avait répliqué le modèle de la tournée du laitier a été rachetée par Auchan en 2022. L'enseigne avait d'abord tenté de lancer elle-même le service en mars 2023 avec Auchan Éco-Livraison avant de confier le service au Pure Player Chronodrive. Après 6 mois de lancement, les paniers de courses que nous livrons sont bien supérieurs à ceux que nous mettons dans le coffre de nos clients, constate Charlotte Petain, directrice commerciale expérience client. Selon elle, le panier moyen en livraison à domicile atteint celui d'un grand supermarché. C'est l'activité qui connaît la croissance la plus forte, mais cela reste une part plus faible que le drive, partage Charlotte Petain. Pour donner toutes ses chances à son nouveau service, Chronodrive a déployé dans toute la France. Je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les autres enseignes suivent et intègrent également ce modèle, partage Laurent Toumine. Pour lui, ces initiatives tracent une tendance de fond. La livraison à domicile, soit sous la forme de la tournée du laitier, soit sous une forme plus classique, va continuer à progresser avec un effacement progressif des frais de livraison. Résultat, le drive va perdre un peu de part de marché parce que ces services paraîtront moins généreux selon le directeur Europe de la division retail chez Accenture. Une rentabilité délicate. La profitabilité reste le principal défi de la livraison à domicile. Les marges diminuent à chaque niveau. De l'euro en hypermarché, nous passons au centime en drive, puis au dixième de centime pour la livraison à domicile, reconnaît Charlotte Petain de Chronodrive. De son côté, Picnic doute de la capacité des enseignes à répliquer son modèle. La raison pour laquelle ça fonctionne chez nous et pas chez la plupart des retailers, c'est justement qu'on développe notre tech nous-mêmes, estime Grégoire Borgholz. Nous sommes très efficaces parce que très intégrés et surtout, nous n'avons pas de parc de magasins qui nous coûte une fortune. Mais Laurent Toumine n'en démord pas. Les acteurs de la grande distribution prendront des parts sur le terrain de la livraison à domicile et les magasins joueront un rôle clé pour préparer les commandes. Le modèle de Tesco, Outre-Manche, montre la voie. Le leader européen de l'e-commerce repose sur un abonnement à 5 livres par mois pour se faire livrer gratuitement ses courses. Nous allons voir une sophistication et un investissement significatif dans les technologies d'aide à la préparation des commandes en magasin, prédit le directeur Europe Retail chez Accenture. Une reconfiguration de l'e-commerce alimentaire qui ne sera pas inintéressante. En mars, légère hausse d'activité pour les enseignes spécialisées à lire sur Fashion Network en date du 15 avril. Le mois de mars 2025 s'est soldé par un bilan légèrement positif, plus 0,9% pour les ventes en magasin des enseignes spécialisées de l'Hexagone par rapport à il y a un an. Le bilan dressé par Procos fait état de trajectoires diverses, comme souvent, avec cette fois une meilleure tenue pour les acteurs de l'habillement, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 1,5% le mois dernier. Les enseignes spécialisées dans les articles de sport sont aussi en forme, plus 2,1%, tout comme l'univers culture cadeau jouet qui mène le bal, plus 3,4%. Dans une dynamique opposée, on retrouve les chaînes dédiées à l'équipement de la maison, moins 2,7%, notamment pénalisées par des difficultés persistantes du marché du logement et du report des dépenses des Français, relate la Fédération. Impacté par les arbitrages de consommation et la hausse des matières premières, le secteur de la restauration est encore à la peine
avec une chute d'activité de 5,5% en mars. Tous secteurs confondus, les enseignes spécialisées ont enregistré un recul de la fréquentation de leurs points de vente le mois dernier de l'ordre de 2,5% comparé à mars 2024. Il s'agit d'un signe préoccupant de la frilosité des consommateurs, pointe Procos. Sur le web, les enseignes ont connu une meilleure dynamique portée par une hausse des ventes en ligne de 3,1% sur la période. Depuis début 2025, c'est une stagnation des ventes qu'observe le commerce spécialisé en France, moins 0,3% de janvier à mars par rapport à l'année dernière. Comment s'envisagent les mois à venir? Les enseignes se révèlent préoccupées par le contexte international anxiogène qui pourrait, en créant une forte incertitude, pousser les consommateurs à une prudence forte dans leurs dépenses et perturber une partie des coûts d'approvisionnement dans les mois à venir, alerte la Fédération qui insiste à nouveau sur l'importance des mesures liées à la simplification administrative actuellement discutées à l'Assemblée nationale. Comment le groupe Sport 2000 muscle sa stratégie pour atteindre 1,3 milliard d'euros en 2030, à lien sur republicretail.fr en date du 16 avril. Avec le projet Sprint 2030, le groupe Sport 2000 entame une nouvelle ère avec une transformation attendue à tous les niveaux de l'entreprise. Décryptage. Jeudi 10 avril, sous un grand ciel bleu, le groupe Sport 2000 a réuni tous ses fournisseurs dans l'enceinte du Parc des Princes. Face au gradin, Thierry Lavigne, président de Sport 2000, donne le coup d'envoi de cette réunion en rappelant que la coopérative a eu une vie mouvementée. Sport 2000 a failli disparaître, se séparer d'un fonds capital a été compliqué. Depuis 2019, nous avons repris 100% de la coopérative avec un basculement en autofinancement. De 2019 à 2024, nous avons retrouvé la sérénité depuis 5 ans. Actuellement, le réseau se compose de 702 magasins pour un chiffre d'affaires de 831 millions d'euros, avec 3% d'e-commerce et 60% de porteurs de cartes de fidélité. Nous sommes identifiés et reconnus et il est temps pour nous d'accélérer, indique le dirigeant, et sur à peu près toutes les strates de l'entreprise. Une enveloppe de 30 millions d'euros a été prévue avec un objectif de 1,3 milliard d'euros de vente en 2030. Le changement a démarré dans un premier temps au comité de direction renouvelé à 80%. Emmanuelle Bahuot, directrice générale depuis janvier 2024, s'est entourée d'une vraie task force issue autant du retail que du sport pour mener le plan Sprint 2030. Un ancrage marqué dans le modèle coopératif. L'un des premiers changements visibles est le nouveau patronyme du groupe fini Sport 2000, place à Sériclès, coopérative, entrepreneur, commerçant, symbole du cercle et du collectif, a expliqué sur scène la directrice générale. Autrement dit, le groupe souhaite ancrer dans sa stratégie et sa communication la notion de coopérative et d'entrepreneur, un format qui a le vent en poupe et qui cartonne bien si on en croit les résultats de Coopérative U ou encore de Jouet Club, pour ne citer que. Ce nouveau nom marque également la différence entre la marque Sport 2000 et la centrale, un point important dans le plan stratégique car la direction souhaite repositionner toutes ses enseignes sur le marché. Le groupe en a 6, Sport 2000, l'enseigne principale spécialisée dans l'équipement sportif multisport, Mondo Vélo spécialisé dans les cycles et les matériels de vélo, S2 Sneakers spécialiste dédié à la vente de sneakers et de chaussures sportives, Espace Montagne focalisé sur le sport de montagne et les activités outdoor, WAS pour We Are Select, une enseigne axée sur les articles de mode, ainsi que Dégriffe Sport spécialisé dans l'équipement sportif à prix réduit. Nous allons organiser les enseignes par verticale pour mieux grandir et nous en avons axé 2, Esprit Sport et Fashion Lifestyle, détaille Thierry Lavigne. Et demain, on ne s'interdit rien. Nous pouvons imaginer par exemple ajouter des verticales digitales, salles de sport, logistique, etc. Nous voulons atteindre une taille critique et dans cet esprit, nous pouvons cibler des marchés de niche.
Le président s'engage même sur l'arrivée d'innovations en fin d'année. Un travail sur l'offre et un réseau bien aligné. Le plan Sprint 2030 doit également venir transformer les relations avec les fournisseurs qui doivent devenir des partenaires, estime Emmanuel Bahuot. Le groupe annonce s'engager dans une curation plus sélective de son offre en lien avec le positionnement des enseignes et attend désormais des marques, des produits exclusifs ou des avant-premières. Ça va swinguer lors des négociations, réagit dans les gradins un fournisseur. Et le niveau d'exigence monte aussi pour le réseau. C'est la fin du « oui, mais moi, je », assure Thierry Lavigne. Nous allons demander à nos réseaux respectifs de s'aligner pour repenser une offre commune, avoir une même ligne de conduite, respecter les décisions du siège. De son côté, Emmanuel Bahuot insiste aussi sur la notion de collectif. Nous devons faire du siège un atout majeur des adhérents. Une mue numérique pour mieux capter les clients. Autre transformation majeure attendue, la transformation numérique. Sandra Loussi, nouvelle recrue et spécialiste du marketing digital, a moqué sur scène le sujet sans couture. C'est comme le tofu. Tout le monde en parle, c'est sain, mais quand il faut le cuisiner, c'est plus compliqué. Notre transformation numérique ne repose pas sur des tuyaux, mais des clients qui sont les clients aujourd'hui. Et pourquoi ils reviendraient ? Ce sont les questions à se poser. En toile de fond, l'enjeu porte sur l'utilisation de la data. Le groupe a un référentiel unique du client. Le sujet d'une Customer Data Platform est en réflexion et 15 personnes travaillent sur le sujet de l'IA au sein de Seraclès. La bataille de la data est importante, insiste l'experte digitale. Nous en avons entassé, nous avons un champ de travail très important. L'objectif est de capitaliser sur les données pour analyser les usages des clients et des produits afin de détecter les besoins et les intentions d'achat. Devenir un lieu de vie du sport pour les clients. Ce travail sur la data s'appuiera également sur un programme de fidélité qui devient commun aux 6 enseignes. Actuellement, il y a 3,3 millions de porteurs, à 75% des hommes, qui représentent 60% du chiffre d'affaires avec un panier moyen de 79 €. La cible est de grimper à 5 millions de porteurs pour 85% du chiffre d'affaires réalisé et un mix 50-50 hommes-femmes. Nous devons passer d'une culture du canal siloté à une culture de l'impact du canal que le client veut fréquenter, insiste Sandra Loussi. Le digital doit nous aider à renforcer la présence dans l'esprit de nos clients. Cet état d'esprit est d'ailleurs un fil rouge de la nouvelle mouture du site e-commerce qui a été présenté rapidement à tous les partenaires. Les clés d'entrée seront les besoins et toutes les enseignes mieux valorisées avec des boutiques de marque. In fine, de 3%, le digital doit peser 15% des ventes d'ici 2030. De son côté, Brigitte Toulier, transfuge d'Intersport et qui a pris depuis quelques semaines la main sur les sujets marketing, communication et omnicanal, a également une feuille de route chargée, un objectif clair, revoir le positionnement des enseignes et attirer les clients. Nous allons nous redire nos valeurs, nos points différenciants afin de créer des entités fortes pour les 6 enseignes, précise-t-elle. Le plan d'animation commerciale sera aussi plus rythmé afin de donner plus d'occasions à nos consommateurs de venir chez nous. Si nous n'avons pas de différenciation par l'offre, on ne saura pas exister sur le marché. Des services personnalisés et tout ce qui donnera de l'emphase à nos magasins seront travaillés. Nous voulons devenir un lieu de vie du sport. Clairement, au sein de Seraclès Coopérative, comme dans les salles de boxe, c'est l'odeur de la guerre qui se dégage de ce plan d'action. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous
autour de votre proposition de valeur vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.